Longeville. Plage du Rocher. Un paysage paisible. Un sentiment de sérénité où les dunes et les maisons côtières semblent figées dans un calme intemporel. Mais derrière cette apparence de quiétude, l'océan majestueux peut représenter un danger redoutable. Les récentes tempêtes ont mis en lumière la fragilité de ce paysage, dévoilant les caprices de l'océan et les ravages qu'il peut infliger aux dunes et aux habitations côtières. Pourtant, par le passé, la commune a déjà connu des événements tragiques causés par des tempêtes dévastatrices. On en oublie la configuration ancienne de nos dunes et la disparition de certains établissements. Il est donc temps de se souvenir de l'histoire du café de l'océan tenu par la famille fiancée. Autrefois, l'État détenait la totalité du littoral sur une grande étendue, privant ainsi la commune de Longeville de la possibilité de développer une activité balnéaire. Ce n'est qu'en 1907 que l'administration des eaux et forêts accepta de céder un terrain de 5 hectares comprenant des dunes en bordure de l'océan sur 300 mètres. Un coupe-feu venant de la route de la Tranche permettait d'accéder à ces terrains. Cette concession permit la création d'un petit quartier de villégiature qui fut initialement nommé Longeville-Plage, mais qui prit plus tard le nom du Rocher suite à l'aménagement d'autres stations balnéaires comme le Bouille et les Conches. Après la Première Guerre mondiale, le chemin de sable menant à la mer fut amélioré en étant empierré. Initialement appelé l'avenue de la Plage ou parfois avenue de la Mer, il fut rebaptisé avenue du Docteur Matevé en hommage au maire local. En 1914, la plage comptait une quinzaine de villas parmi lesquelles figuraient des établissements tels que l'Hôtel Saint-Sauveur, le Café de la Plage, qui deviendra plus tard l'Hôtel de la Plage, l'Hôtel du Rocher. Cependant, un lieu reste invariablement négligé et oublié dans l'histoire collective du village, le Café de l'Océan, tenu par la famille fiancée. Huit villas étaient visibles depuis la plage. La villa Diana, la villa Sanouva, à côté de la villa Sanouva, une petite maison à colombage. Le Café de l'Océan,
la villa La Brise, la maison des douaniers. La maison des douanes servait de poste d'observation aux agents pour surveiller les activités côtières afin de contrecarrer la contrebande et d'autres activités illicites. Leur mandat incluait également la préservation des ressources marines telles que les zones de pêche ou le ramassage du goémon. Et enfin, la villa Jeanne d'Arc, et une villa légèrement en retrait dont le nom reste inconnu. Autrefois, sur le haut de la dune, un sentier appelé Chemin des Douaniers reliait la zone d'observation des douanes au café Fiancé. Cette partie de la dune n'était pas la propriété des résidents des villas environnantes. Ces dernières étant entourées par des murs ou des clôtures en bois appelées ganivelles. La dune, à cette époque, était bien plus large et offrait un sentier praticable en son sommet pour la population locale. Lors des jours de fête, elle avait le privilège d'admirer l'océan de sa hauteur. D'ouest en est, nous retrouvons donc les villas Diana, Sanouva, la villa à Colombage, le café de l'océan, la Brise, la maison des douaniers et la Jeanne d'Arc. D'est en ouest, un promeneur avait la possibilité d'avoir une vue dégagée car les villas étaient peu nombreuses. Il n'y avait ni route, ni rue, mais uniquement des petits chemins ensablés. Le Café de l'Océan et l'Hôtel Saint-Sauveur étaient les deux établissements ouverts au public à quelques mètres de l'océan. Avec une vue directe sur la mer, le Café de l'Océan a été le témoin de toutes les activités de l'époque, comme ici lors du ramassage du goémon dans les années 1910. Avant l'avènement des déplacements motorisés, les chevaux étaient le principal moyen de transport pour les voyageurs. À l'époque, les établissements proposaient à leurs clients une écurie pour les chevaux et une remise pour entreposer les harnachements. Les clients venaient à pied, vélo, charrette, calèche ou diligence, tirés par des chevaux, parfois des ânes, empruntant le petit chemin ensablé qui menait à la plage. Madame Fiancé était la gérante de l'établissement et se chargeait de la restauration. Sa salle de réception se situait au rez-de-chaussée. La ferme de Monsieur Fiancé permettait de fournir le foin nécessaire aux équidés. Monsieur Fiancé avait pris l'initiative d'apprendre à jouer de la clarinette et de l'accordéon pour animer les soirées dansantes. Il faut rappeler que les travaux d'électrification du bourg de Longeville ne commenceront qu'en 1927.
Mais dans la nuit du 8 au 9 janvier 1924, un événement tragique allait frapper toute la côte atlantique. Bien que considérée à l'époque comme un raz-de-marée, cette tempête a ravagé la côte vendéenne de La Rochelle à Royan. Les dégâts furent considérables. Bateaux à l'ancre coulés et fracassés, quais défoncés, maisons inondées ou détruites. On dénombra de nombreux morts, comme au Sables-d'Olonne, où 6 matelots périrent. Les journaux de l'époque se questionnaient. Était-ce un raz-de-marée, un cyclone ou un tremblement de terre? Il était difficile de faire une distinction précise. Les Vendéens décrivaient des vagues qui atteignaient parfois la hauteur d'un 2e étage, détruisant des murs, des dunes, jetant les embarcations à la côte et inondant les résidences. Similaire à la tempête Xynthia dans la nuit du 27 au 28 février 2010, qui causa le décès de 47 personnes en Vendée, 3 éléments étaient semblables. Des vents forts et violents orientés de sud-ouest, un coefficient de marée important, mais surtout des pressions atmosphériques extrêmement basses qui allaient gonfler le niveau des océans. La tempête allait atteindre la côte de Longjuil dans la nuit du 8 au 9 janvier 1924 avec des vents puissants créant une forte houle comprise entre 4 et 8 mètres. À Longjuil, les dunes furent violemment attaquées et on dénombra la perte de 3 bâtiments qui tombèrent sur la plage par destruction de la dune. La petite maison à colombage située trop près du bord de la dune. Même chose pour la maison des douaniers. Et enfin, le café de l'océan qui disparut lors de cette tempête. Des années après la fin de la guerre de 1940, les traces de la destruction de la dune où se trouvait le café de l'océan étaient encore visibles sur les cartes postales des années 1950 à 1960. Dans un premier temps, des piquets furent utilisés pour délimiter le terrain devenu maritime. Ensuite, progressivement, de nouveaux bâtiments commencèrent à émerger sur une dune reconstituée. De toutes les villas des années 1900 que l'on observait sur la plage de Longjuil, 3 sont encore présentes. La villa Diana,
la villa, ça nous va. Et enfin, la villa La Brise. Le café de l'océan de la famille fiancée n'existe plus. Le terrain des nouvelles propriétés est aujourd'hui protégé par un mur épais. L'histoire du café de l'océan est passionnante. Son existence et son emplacement ont été oubliés. Tout comme on a oublié la violente tempête du siècle dernier que les anciens avaient appelée raz-de-marée, mais qui est en tout point semblable à celle de Xynthia survenue en 2010. Montée des eaux, réchauffement climatique, peu importe. Il y a 2 à 3 000 ans, le niveau de l'océan était de 3 mètres en dessous du niveau actuel. La Tranche était une île et le cordon dunaire qui la reliait à Longjuil n'existait pas. Ce sont aussi les tempêtes qui l'ont formé. L'histoire ne fait que continuer. Notre environnement est donc éphémère. Ceci met en évidence les enjeux des années à venir. Alors, pourrons-nous conserver le littoral de Longjuil? En aurons-nous les moyens? L'avenir nous le dira. Ready for it all.